de la terreur. Une émission de frissons qui vous tiendra éveillé toute la nuit. Terré dans le silence, à vous ronger les ongles, et ceux des pieds aussi. Il est déjà trop tard. Il est l'heure de la terreur. Bonsoir. L'histoire que je vais vous raconter se déroule un soir d'hiver 1979 dans la région de Marseille. Il fait très froid ce soir-là et le souffle incessant du Mistral n'est pas là pour réchauffer l'atmosphère. Et bien que nous ne sommes pas à Broadway, deux jeunes se sont mis en tête de faire la Java. Leur nom, Didier, 25 ans, vendeur de vêtements sur les marchés, et Pierre dit Lapatch, chômeur à plein temps, 22 ans. Tous deux sont passionnés de moto et ils ont pour l'habitude de se rendre la nuit tombante sur le parking désert d'une distillerie de pastis au nord de la ville. Chose qu'ils comptent bien recommencer ce soir, et ce, malgré la dureté du climat. Il est environ 22 heures lorsque les deux loupards arrivent sur le parking. Tout juste ont-ils le temps de faire quelques roues arrière qu'ils entendent un bruit suspect. Les grilles de l'usine s'ouvrent lentement. Surprenant, car en général, les employés terminent leur journée à 16h59 précise. Surpris, Didier et Pierrot se cachent derrière un arbre. La grille ouverte, une voiture arrive au loin. À son bord, Roger Estac, 45 ans, directeur de l'usine, il avait sans doute respiré beaucoup trop de vapeur de pastis et donc décida de quitter son poste un peu plus tard. La voiture de Roger avance lentement sur le parking, avec beaucoup de difficultés, les vapeurs d'alcool faisant sans doute encore leur effet sur le conducteur. À peine a-t-il eu le temps de faire quelques mètres, Roger s'arrêta. Le calme et la noirceur de la zone industrielle fut soudainement troublée par une lueur dans le ciel. Une forme, tantôt triangulaire, tantôt ovale, apparaît soudainement dans le ciel. Stupéfaits, ni Roger, ni les deux jeunes hommes n'osent bouger. L'objet luisant s'approche, lentement. Il semble vouloir se poser au sol. Si la lumière est éblouissante, l'objet, lui, ne fait aucun bruit. Didier et Pierre sont toujours cachés derrière l'arbre, et ils ne savent pas si ce à quoi ils sont en train d'assister est bien réel. Le vaisseau se pose au sol. Quelques secondes plus tard, la porte s'ouvre et l'ombre d'une silhouette humanoïde apparaît. Un être, vert fluorescent, une tête de montgolfière et des yeux gigantesques, descend de l'escalier. Pour les deux jeunes hommes, ça en était trop. Ils enfourchent leurs bécanes et rentrent chez eux, à toute berzingue. Didier et Pierre, une fois arrivés en lieu sûr, l'adrénaline et la terreur retombées reprennent leurs esprits. Quelques heures plus tard, voulant être certains de ce qu'ils avaient vu, ils décident de retourner sur le parking de la distillerie. Il est 3 heures du matin. Sur place, c'est la stupeur. La voiture est toujours là, au même endroit, là où elle s'était arrêtée. La porte du conducteur est grande ouverte, et Roger, lui, a disparu.
Ils comprennent alors que ce qu'il s'est passé tout à l'heure était bien réel. Épuisés par cette histoire, ils décident de rentrer chez eux afin de tenter de dormir un peu. Le lendemain, la disparition de Roger est le sujet de discussion de tous les comptoirs. Où est Roger? Pourquoi sa voiture fut-elle retrouvée en plein milieu du parking à une heure si tardive? Que lui est-il arrivé? Est-ce un coup de la pègre ou bien des syndicalistes? Pour Didier et Pierre, la nuit fut courte et bien agitée. Et le matin même, ils découvrent que tout le monde est au courant de la disparition de Roger. Que doivent-ils faire? En parler à la police? Et puis quoi encore? Prendre le risque d'être pris pour des fous? Et pire, d'être inculpé pour meurtre si le bon vieux Roger n'est pas retrouvé vivant? Hors de question. Pierre décide de passer un coup de téléphone à son oncle, journaliste dans un grand quotidien régional. Il raconte le récit de cette nuit effroyable, heure par heure, dans les moindres détails. Et n'ayant que faire pour la sûreté de son neveu, l'histoire est publiée le lendemain même dans la presse. Le journal titre « Enlèvement extraterrestre à la zone industrielle ». Quelques heures plus tard, les deux compères sont arrêtés par la police. Mais comment organiser un procès lorsqu'il n'y a pas de cadavre et que les deux compères clament leur innocence? Il faudra attendre 15 jours pour qu'un événement vienne apporter de la crédibilité au récit de Pierre et Didier. Il est bientôt 23h lorsque Jean-Jacques, un gendarme, sillonne les routes à la recherche de comportements dangereux afin de les verbaliser. Sur une départementale sinueuse, entourée d'arbres, il aperçoit au loin un homme errant. C'est Roger, le patron de l'usine. Visiblement toujours en état d'ébriété, mais bien vivant. Il est ramené au poste et maintiendra avoir été enlevé par des extraterrestres. Avec les deux hommes, il sera accusé d'avoir inventé cette histoire de toutes pièces dans le but d'assurer une visibilité touristique sur son usine de production de pastis. Dans les médias locaux, on nommera cette histoire l'affaire de la zone pastis 51. Un titre qui prête à sourire, me direz-vous. Mais tout à l'heure, lorsque vous irez vous coucher, pensez à Pierre, Didier, Roger. Et posez-vous la question. Et si c'était vrai?